Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Dans cet épisode que j'ai enregistré le lendemain d'une tempête de neige à Rivière-du-Loup au mois de mars dernier, je rencontre Simon Fournier. Simon a été adopté en Haïti à l'âge de 2 ans par une famille québécoise de Rivière-du-Loup. On a donc discuté de son parcours d'adoption, de son enfance loin de la diaspora haïtienne de Montréal, de la construction de son identité québécoise, des questions qu'il s'est posées pour trouver sa place et de sa difficulté avec les étiquettes. Simon a abordé la façon dont les mesures sanitaires en période de Covid-19 ont affecté son identité québécoise. Il partage des opinions qui ne sont pas les miennes, mais comme j'ai créé ce balado pour laisser un espace d'expression à des personnes de tous les horizons, j'ai choisi de ne rien couper. Bonne écoute! Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Simon. Allô? Ça va bien? Super bien, ça va bien, merci. On se rencontre aujourd'hui dans cette superbe bibliothèque de Rivière-du-Loup, parce que c'est ici que tu vis. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Rapidement, je m'appelle Simon Fournier, nom de naissance Clivius Termonfils. Je suis haïtien de Port-au-Prince, adopté à l'âge de 2 ans par un couple québécois qui vit à Rivière-du-Loup, bien sûr, qui avait déjà un frère adopté, qui n'est pas mon frère biologique, mais un frère adopté. Et puis, je suis rendu à l'aube de ma quarantaine, donc ça fait déjà 38 ans que je reste à Rivière-du-Loup. J'ai grandi dans le quartier de Saint-Ludger, et puis j'ai été à l'école, j'ai fait mon parcours ici, ma jeunesse, avant de m'exiler pour les études 4 ans, avant de revenir travailler dans mon milieu. Tu dis que tu es arrivé à 2 ans. Est-ce que tu as quelques souvenirs de ton arrivée ici ou même d'Haïti? J'ai aucun souvenir conscient de l'Haïti. Je pourrais peut-être dire de la mémoire dans mon subconscient là, qui peut réapparaître puis qui est inconsciente pour ma part et mal comprise. Quand j'entends un accent créole, ben c'est sûr que c'est pas un accent étranger pour moi, mais j'ai encore quand même de la difficulté à le comprendre vu que j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Sinon, qu'est-ce qui est de ma vie, ma courte vie en Haïti, j'ai aucun souvenir parce que je suis arrivé en 86 dans une belle tempête au mois de novembre et puis c'est le premier souvenir de ma jeunesse que j'ai de mémoire et bien sûr à l'appui avec les vidéos et photos et récits de mes parents, des membres de ma famille, ben c'est un petit peu à partir de là ma mémoire consciente arrive là. Donc, tu as été accueilli au Québec par la meilleure météo québécoise. Ben, si on veut s'inclure dans la météo québécoise, quoi de mieux de le faire dans les pires situations climatiques, qui est une tempête de neige. Même mes parents adoptifs qui ont venu me chercher à l'aéroport de Mirabel étaient en contact avec ma tante de Laval qui était sur le qui-vive à savoir si mes parents allaient réussir à se rendre à Montréal parce que pendant de quelques heures, cette journée-là, la journée de notre rencontre, ils ont été pris à Québec à cause des conditions météorologiques. Donc, je suis vraiment arrivé là, dans les conditions 100% québécoises avec la neige, la tempête et les inquiétudes des déplacements routiers. Puis c'était comment de grandir à Rivière-du-Loup en étant, j'imagine, un des très peu nombreux enfants de la diaspora haïtienne, veux pas? Ben, d'entrée de jeu, l'enfance est un univers de découverte et d'exploration avant de réaliser dans quel univers on vit et qu'on habite. Il y a beaucoup de questions que je me posais pas, que je vivais comme naturellement comme chaque individu. Et je me posais même pas la question par rapport à mes parents parce que pour moi, c'est eux qui prenaient soin de moi. Fait qu'il y avait pas ces questions existentielles ou d'identité à ce niveau-là. J'ai eu la chance d'avoir un milieu familial très accueillant. Mes parents, mon père qui a travaillé pendant 35 ans de sa vie dans le domaine du travail social et ma mère qui a beaucoup
beaucoup aidé les gens, les membres de sa famille. Donc, la relation d'aide était déjà une valeur à inculquer dans mon milieu familial. Et j'ai eu encore une fois la chance d'être intégré dans une famille élargie des deux côtés de mes parents, accueillants, qui, eux, ne voyaient pas la différence. J'étais un membre à part entière. La présence de mon frère qui venait aussi de l'Haïti était comme une figure, de proximité avec mes racines. Mais sinon, pour ma part, je grandissais comme un jeune insouciant et ça s'est bien passé malgré que j'avais des questions. Comme chaque enfant, c'est plus qu'on se rapproche de l'entrée à l'école que les grandes questions commencent à arriver ou les situations qu'on était peut-être moins bien préparé à l'époque, parce que je me rappelle, pour vous situer, j'ai été adopté dans les années 86. 1986, c'était, dans le fond, la fin du règne de François Duvalier, et on était dans une guerre. Puis je pourrais dire qu'on est encore dans une guerre à l'heure actuelle en Haïti, mais tout ça pour vous dire que c'était nouveau. On était dans les premières années de l'adoption internationale, donc on avait un petit peu moins de repères. Et puis, l'entrée à l'école a été la première marque, si je peux me situer dans le temps, que j'ai senti que j'avais une différence, malgré que j'étais inclus et accepté et bien accueilli dans mon milieu. Mais pour moi, à 4 ans, je jouais dans la rue avec mes voisins que je considérais comme des amis, comme des frères, comme des sœurs, des cousins, cousines, et que la différence de couleur, la différence de nationalité ne faisait pas obstacle ou ne suscitait pas de barrière. Quand j'ai rentré à l'école, à la petite école, ben c'est sûr que j'étais une nouveauté. Et dans la nouveauté, on pense avoir le contrôle de toutes les choses à prévoir. Et la première activité que j'ai eue à mon intégration scolaire, c'était de présenter mes parents. Et chaque ami avait la responsabilité de présenter leurs parents en nommant une caractéristique physique similaire. Et l'enseignante de l'époque, qui c'était nouveau pour elle aussi, avait pas, puis c'est pas un reproche non plus, là, mais avait pas flairé la situation de dire que moi, Simon Fournier, allait peut-être avoir de la difficulté à répondre à cette question-là. Et puis, ma capacité d'adaptation a quand même été bonne. Et c'est quand même dans les éléments, dans mon rapport d'adoption pour dire que j'étais prédisposé favorablement à une adoption. J'ai eu le réflexe de regarder les qualités de mes parents et j'ai présenté mes parents en disant, mon père s'appelle Jacques Fournier et je suis généreux et patient comme lui et j'ai la patience à ma mère. Donc, j'avais utilisé des caractéristiques que je percevais à cet âge-là dans mes parents pour dire, moi, j'ai ce côté-là plus de mon père puis j'ai le côté plus de ma mère. Mais c'était le premier concept de me dire, qu'est-ce que je réponds? Tous les autres amis disaient, j'ai les yeux à ma mère, moi j'ai le nez à mon père, puis moi je me disais, mon doux Seigneur, on se ressemble pas. Donc, ça a été beaucoup là que je me suis rendu compte que j'avais une double nationalité, que j'avais une double héritage, un double bagage. Donc, ça a été les premiers enjeux. La première partie du primaire s'est déroulée, moi, je crois, comme n'importe quel enfant on a tous des différences, on joue le jeu des différences de manière positive ou négative, mais on résout les problèmes facilement. Et puis, je me suis rendu compte que dans mon ouverture à partager mon vécu, puis je me suis jamais caché de mes origines, de mon histoire, puis ça a été aidant pour moi. Ça a suscité la sympathie des gens en se disant, finalement, l'inconnu, on le connaît maintenant, c'est Simon. Il fait partie de nous. C'est une personne qui a des qualités, des valeurs comme nous. Et ça a devenu mes alliés dans mon intégration dans un petit milieu comme Rivière-du-Loup, qui, à l'époque, on était, je dis un chiffre rapide, 5 à peu près de mon groupe d'âge qui était issu de l'adoption internationale. Désolé s'il y en avait, j'en oublie, mais on était un groupe très restreint. Et c'est ça, on n'avait pas nécessairement de père aidant ou de famille ou si je fais le comparatif avec les grands centres, j'avais pas la diaspora haïtienne qui pouvait être un lieu de repère pour moi, un modèle. Donc, j'ai vraiment été
vraiment intégré dans un milieu 100% québécois avec les valeurs québécoises. Donc, ça a été facile pour moi d'adhérer parce que c'était mon mode de vie. Où j'ai eu des peines ou des questions, c'est plus sur le mode haïtien. C'est quoi être haïtien? C'est quoi les valeurs haïtiennes? C'est quoi le mode de vie haïtien? C'est quoi mon héritage haïtien? C'était plus par ces situations-là que j'avais de la nostalgie, mais incomprise parce que j'avais aucun repère, puis j'avais aucune référence disponible pour faire le lien. Le secondaire, ben ça a été super bien parce que j'ai décidé de m'impliquer dans le sport, dans la musique, dans le culturel et dans plein d'activités. Puis je pense que c'est la clé de s'intégrer dans le milieu, c'est de participer à la vie active. Donc moi, j'ai agrandi à chaque fois mon réseau d'amis, de soutien et de connaissances. Donc ça a été facile ici. Et comme je vous disais tantôt, ça a devenu mes alliés parce que c'est eux qui souvent me protégeaient des gens qui avaient peut-être qui n'étaient pas rendus au même niveau, à la même étape de pouvoir accepter la différence d'un étranger ou d'une personne qui avait peut-être pas de lien similaire à elle. Et puis, j'ai joué dans des organisations sportives que oui, j'ai eu des situations de racisme, là, mais c'est quand même des cas isolés. Donc, j'ai été choyé quand même en région, à Rivière-du-Loup en premier lieu, et en région d'être capable de m'intégrer d'une manière respectueuse dans mon milieu. Tu parlais du fait que tu avais eu des questionnements par rapport à Haïti, des questionnements auxquels tu ne trouvais pas vraiment de personnes pour te répondre. Est-ce que tu as engagé des démarches, toi, pour répondre toi-même à tes questions? Oui. Puis ça se fait dans plusieurs étapes de notre vie. Et puis, des fois, c'est plus facile. D'autres fois, c'est plus dur. C'est sûr que jeune, dans ma jeunesse, on n'avait pas accès à l'information que nous pouvons vivre aujourd'hui avec Internet et avoir des mises en contact avec des gens à des distances qui n'auraient pas été accessibles dans d'autres contextes. Quand j'étais jeune, à part utiliser le téléphone puis dire je vais appeler à quelque part, j'avais pas vraiment d'avenue. Et puis, je l'ai pas vraiment utilisé. Ça a été vraiment à la fin de mon parcours collégial que j'ai dit, je suis rendu à une étape de ma vie que je suis majeur, je suis indépendant au plan légal de mes parents, tu sais, je suis plus sur leur responsabilité et leur autorité parentale. Donc, j'avais un petit peu plus d'emprise sur ma destinée et sur mon choix de rentrer en contact avec mes racines. Et il y a aussi un processus qui se fait parce que, veux pas, je demeure l'enfant de mes parents adoptifs, puis c'est mes parents, c'est eux qui m'ont adopté, qui m'ont donné les valeurs, qui m'ont aimé, qui m'ont donné tout ce qu'on a besoin dans la vie, et j'ai un souci de respect et de gratitude envers ces personnes-là. Et puis, c'est de le faire dans le respect aussi, de faire attention de pas les blesser dans ces démarches-là, de les entendre. Et mes parents, ils ont été super collaborateurs, toujours ouverts dans les valeurs de l'adoption internationale. Et puis, j'avais pas le souci, le besoin de le faire à l'adolescence, même si j'avais une crise identitaire. Les gens s'identifiaient aux Backstreet Boys. Moi, je m'identifiais aux rappeurs parce que on essaie de chercher qui nous ressemble un peu, mais je me sentais un petit peu tout seul ici avec mes intérêts, mais c'était ça, mais sans quoi j'avais pas vraiment de besoin plus senti d'avoir le lien, et je savais qu'il était quand même complexe à trouver parce que j'avais peu d'informations à part avoir le lieu de naissance, le pays, les lieux que j'ai été hébergé, les orphelinats que j'ai passés en Haïti, et le nom de mes parents, seulement le nom et le nom de famille de mes parents. J'ai aucune autre information. Okay. Donc, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Et puis, à la fin de mon parcours, comme j'élaborais un petit peu plus tôt et j'ai pas terminé, à la fin de mon parcours collégial, j'ai fait un voyage et mon but était d'aller en Haïti.
Finalement, ça a été la République dominicaine, OK. avec l'option de pouvoir traverser les douanes puis pouvoir me rendre le plus loin possible dans le pays. Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué d'avoir un visa pour aller en Haïti? Ben, premièrement, je voulais le faire de manière sécuritaire. Je voulais le faire pas nécessairement accompagné. Finalement, ça a été des gens qui m'ont dit, Simon, tu veux retrouver ta racine, on y va avec toi. On veut vivre ce moment-là avec toi. Puis moi, j'ai ouvert ça parce que je me disais, pourquoi pas? C'est ma famille que j'amène dans ma famille à découvrir ou mon milieu à découvrir. Donc, ça a été plus organisé avec une agence de voyage et non avec un contact l'Haïti parce que je savais pas où m'en aller. Puis j'étais quand même conscient qu'il y a un risque pour les étrangers, puis les gens qui vont dans les pays moins favoriser un petit peu la violence, la criminalité. Et donc je pouvais, puis j'avais moins de connaissances non plus sur le pays à ce moment-là pour savoir c'est quoi les endroits pour rentrer en contact, pour faire une démarche plus structurée. Donc, ça avait résumé à jouer en République dominicaine. Si j'ai la chance d'aller de l'autre côté de l'île, ben ça sera... puis finalement, le jour qu'on a fait l'excursion qui nous permettait d'aller faire un tour, explorer un petit peu le côté haïtien, ben ma présence rassurait pas les gens de l'organisation de l'expédition en disant, ben toi, tu viens de la diaspora et puis ça paraît que tu viens pas de l'Haïti, malgré que tu as toute l'apparence physique pour le faire. Et puis, ça peut mettre les gens dans l'autobus en danger par rapport aux gens qu'on aurait pu croiser. Et puis, il y a la manière qu'il m'expliquait, il y a la frontière, je ne sais pas si c'est une information véridique, mais ce que le monsieur m'expliquait, c'est qu'il y avait deux manières de traverser Puerto Plata pour aller en Haïti. Il y avait les douanes naturelles, puis les douanes non surveillées. Mais celle-ci est encore plus vulnérable. Fait qu'eux autres, ils ont dit, on prend pas de chance vu que tu es là. Fait qu'on a été allé vraiment à la barrière. Et on est retourné. Mais je crois que malgré qu'il y a des différences, certes, entre la République dominicaine et l'Haïti, c'est la même île, c'est la même région. Et puis, quand je dis que j'ai une mémoire dans mon inconscient de mon pays, de mes racines, qui n'était pas consciente, le jour que j'ai descendu l'avion pour atterrir en République dominicaine, ben les odeurs m'ont fait pleurer mais je connais cet endroit. Le décor qui peut être similaire à certaines régions de l'Haïti, je voyais, puis je prenais conscience que c'est dans ces conditions-là que j'aurais grandi ou possiblement ces endroits-là que j'aurais vécu mes premières années de vie. Fait que ça faisait des flashbacks, mais quand même inconsciente, mais c'est vraiment au niveau des sens que y a quelque chose qui a réagi à ce moment-là. Là. Et c'est ton seul voyage sur l'île? Sur l'île à proximité, mais comme je suis pas comblé pour ma part, j'ai pas retourné encore dans mon pays. Et par la suite, ben quand j'ai fait ce retour-là, je suis revenu ici avec un manque et un deuil et beaucoup d'émotions dans le sens de dire tourne la page. Je veux avancer. J'ai d'autres choses je suis chanceux encore d'être au Québec. Et je pense qu'on a eu des belles périodes. J'ai une belle jeunesse, j'ai eu un beau milieu, donc je voulais profiter de mon opportunité à place de pleurer sur mes manques. Donc, j'ai comme mis ça de côté. Il y a une remise en question de dire, ben, mon identité haïtienne, je la connaîtrais pas. Puis il y a toujours le souci de retrouver ses parents, de retrouver un bout d'histoire qui se mettait dans une petite bulle en voulant dire ça sera une prochaine fois, ça sera un prochain rendez-vous. J'ai besoin de guérir certaines choses. Et puis, j'ai pris le temps. Et puis, à l'aube de la trentaine, ben l'horloge biologique d'être parent, ben moi, je l'avais depuis que j'étais jeune. C'était comme une manière de redonner la gratitude de la vie, la belle vie que j'ai eue et le partager auprès d'un enfant, puis les valeurs familiales qui sont quand même des valeurs ancrées québécoises, mais aussi haïtiennes. Et puis, c'est là que ça m'a frappé
parce que je me suis dit, ben, il va y avoir des questions que je pourrais pas répondre à mon enfant. D'où je viens? Est-ce que j'ai rencontré mes parents? Est-ce que j'ai des souvenirs? Et je me suis posé à nouveau pourquoi j'ai arrêté les démarches. Fait que j'ai recommencé tranquillement à chercher des informations. Mais vous savez, j'ai parlé avec des Haïtiens qui ont vécu là-bas. Ils m'ont donné des cues, mais en même temps, c'est vague. J'ai approché les députés locaux ici, dans notre circonscription, autant fédérale que provinciale, et puis il y avait peu de réponses, j'ai pas eu de retour. Là, je me suis dit, ben, je vais appeler le consulat ici à Montréal. J'ai envoyé des informations. Aucun retour. Je l'ai même fait auprès de l'ambassade canadienne haïtienne, puis j'ai aucun retour. Donc, à force d'avoir toutes ces portes fermées, ben l'espoir diminue un peu, puis je suis quand même l'actualité depuis ma tendre enfance. Et ça, c'est une partie qui était difficile pour moi d'essayer de suivre l'actualité haïtienne. Aujourd'hui, plus facile avec la technologie Internet, mais si on regarde, on ouvre la télé, la radio, le journal, Haïti est souvent décrit de manière péjorative ou négative ou de drame et de misère. Donc, peu de positifs à se mettre sous la dent. Donc, mon sentiment d'impuissance, d'abandon faisait grandir des émotions parfois difficiles. Donc, c'était complexe. Et encore aujourd'hui, là, on est dans le même bagage. Donc, aller chercher de l'information de mes racines, même l'orphelinat, j'ai essayé de recontacter et puis j'ai mes papiers initiaux que mes parents ont conservés, mais je n'ai pas plus de points d'entrée pour avoir... il y a un organisme sur Internet qui s'appelle La Voix de l'Espoir qui... je crois ça fait quelques années qu'ils font des recherches pour les gens comme moi adoptés internationalement. J'ai envoyé toute l'information disponible que je pouvais avoir et ça fait déjà 2 ans que j'ai pas de retour. Donc, tu sais, il y a une partie de résilience que je me dis, bon, ben, c'est pas fait pour arriver pour le moment, mais ça crée quand même un manque un peu. Mais on continue à avancer, puis je continue à profiter du moment présent, puis je suis quand même fier et heureux d'être papa d'une petite fille de 6 ans. Donc, j'ai beaucoup d'occupations positives et chaleureuses à partager avec mon enfant, puis m'occuper de mon quotidien. Et la partie Clévius, c'était mon fils, ben, elle reste là, mais on le vit différemment aujourd'hui, un petit peu plus en paix. Et justement, ta petite fille, elle te pose des questions ou pas encore? Elle a 6 ans, puis ça fait déjà 2 ans. Papa, c'est quand on va aller dans ton pays. Papa, est-ce que tu vas revoir ta mère un jour, ta vraie maman? Elle est quand même réfléchie. Puis, tu sais, sa grand-mère, c'est ma mère, puis ma mère, c'est ma mère. Mais elle a cette sensibilité-là de comprendre que ma mère et moi, et je dis ma mère, mon père, mais que j'ai jamais eu de contact avec eux. Et pour elle, c'était un questionnement. Et étrangement, ben, c'est une part de ma vie privée, mais pour l'accès à ma fille aussi, pour moi, ça a été un genre de combat aussi, parce que dans une séparation, c'est jamais facile. Donc, ça me faisait revivre aussi ces sentiments-là de dire, moi, je dois être présent dans la vie de mon enfant, parce que je sais c'est quoi un enfant qui cherche son parent. Mais j'ai la chance d'en avoir plusieurs parents. J'en ai 2 bien ancrés dans ma vie depuis que je suis ici, mais il m'en manque quand même 2 dans mon histoire à moi. En t'écoutant parler, je me demandais si avec ton frère, vous échangez beaucoup à ce sujet-là, étant donné que lui aussi, il a été adopté en Haïti. Je vous dirais que chaque adoption est différente, que chaque adopté le vit différemment. Et je suis éducateur spécialisé de formation et on dirait que j'ai sauté des étapes dans ma jeunesse d'apprentissage de mon métier sur les troubles d'attachement, les troubles d'abandon. Et puis moi puis mon frère, on n'est pas au même niveau que je pourrais partager avec un de mes amis aussi issu de l'adoption. Cette personne-là n'est pas au même niveau. Et puis chaque
individus que j'ai parlé sont pas au même niveau. Et il y a des gens qui sont super ouverts. Il y en a que ça leur fait du bien d'en parler. Je pense que je m'identifie dans ce groupe de personnes-là, en première année, j'allais faire des conférences, des mini-conférences. Je me donnerais pas la grosse étoile, là, mais en première année, de rencontrer des élèves de 3e, 4e année de mon école pour expliquer d'où je viens, pour démystifier l'inconnu. Puis à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce que je faisais juste parler de moi, puis je me suis rendu compte que ça l'aidait à s'intégrer, à accepter certaines choses. Mais je peux pas tout dire pour mon frère parce que c'est à lui de répondre à cette question-là, mais lui, il est plus introverti là-dessus. C'est quelque chose qui partage moins, est-ce qu'il y a ses propres blessures également, puis il n'a pas vécu non plus l'abandon de la même manière que moi. Moi, j'ai été, selon l'historique que j'ai, encore une fois, j'ai jamais été validé parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les dernières années que j'ai récoltées que les gens ont été peut-être mal informés sur c'était quoi l'adoption, le sacrifice de donner un enfant d'adoption. Exemple que la mère se fait dire donne ton enfant en adoption, il va grandir, il va revenir, il va pouvoir aider les autres enfants, il va pouvoir vous aider, envoyer de l'argent. Et la mère qui veut pas, parce que c'est un don d'une vie de céder un enfant, dit oui. Et finalement, après 4-5 ans, ils n'ont plus d'informations. C'est silence radio et ils vivent sûrement une autre réalité différente de la mienne. Peut-être, si c'était pas voulu nécessairement dans ces conditions-là, d'avoir un manque et vouloir me chercher ou être impuissant à ce niveau-là, comme ça peut être aussi des abandons à cause des impacts, de la pauvreté, de la guerre. Et ça, c'est quelque chose que si je peux partager aujourd'hui, c'est que les guerres augmentent l'abandon des enfants, augmentent la pauvreté, augmentent l'adoption internationale. Donc, est-ce que c'est toujours fait pour les bonnes raisons qu'on laisse partir nos enfants? Parce que j'ai travaillé dans mes expériences professionnelles. Présentement, je suis au milieu scolaire, mais les années que j'ai passées au centre jeunesse, ben la première valeur, c'était si on retire un enfant de son milieu pour son bien-être, ben essayons de pas le dénaturaliser ou l'intégrer dans sa souche familiale proche, mon oncle, un grand-parent, des amis significatifs, son milieu, une famille d'accueil proche autour de où il a grandi. Et après ça, si on remplit pas ces conditions-là, ben on agrandit le périmètre. Mais dans un contexte de guerre, adoption internationale, pauvreté, difficulté d'accès aux services, aux besoins, ben c'est prendre un enfant puis le déraciner complètement. Puis lui dire enracine-toi rapidement dans ton nouveau milieu. Mais ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, il y a un accompagnement qui se fait un petit peu plus sur du long terme. Mais moi puis mon frère, on est arrivé, puis il n'y a pas eu de suivi. Il y a eu des ressources, des services sociaux, en pensant que à l'évaluation des parents, c'était correct. Et comme je vous dis, moi, j'ai gagné à la loterie. Là. Mes parents sont en or et puis même, je pense qu'il aurait pu être formateur pour d'autres parents qui avaient le désir d'accueillir un enfant, mais c'est pas dans tous les milieux. Donc, je crois que pour ma part, n'en parler, c'est facile. Ça m'a permis aussi de faire l'équilibre en tout, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés qui souffrent. Et encore une fois, il y a des études qui le démontrent qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont adopter internationalement. Puis ça peut être aussi de la même nationalité québécoise là, qui vont avoir des problèmes de consommation, de dépression, de crise d'identité, crise d'abandon. C'est quand même assez large, mais chaque cas est différent. Mais ça quand même, après un recul de quelques années, laissé des marques sur qu'est-ce qui a bien été fait, qu'est-ce qui était un enjeu. Puis, selon le bagage aussi, l'enfant. Moi, j'ai été adopté. Ma mère, elle me laissait à l'hôpital
par malnutrition au 3e degré et dans l'incapacité de survenir à mes besoins. Donc, elle le fait pour ma santé. Si on le regarde ainsi, dans mon moment présent, mon frère, il a été recueilli dans la rue, abandonné. Dans un contexte que je dois quand même garder ce côté personnel à mon frère, par respect, mais c'est pas le même impact que ça a sur une vie. L'âge aussi, moi, j'étais rendu à 9 mois quand on m'a signé. Mon frère, il avait 5 mois. Donc, puis j'utilise mon frère comme comparatif parce que c'est la proximité que j'ai. Mais ça aussi, ça a un enjeu également. Favorable, défavorable, tout dépendamment du caractère de l'individu. Tu dis que tu as quand même eu une belle jeunesse. Est-ce que tu as quand même eu des questionnements quant à ton identité québécoise, le fait par exemple d'être une personne noire dans une ville avec une grande majorité de personnes blanches? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de est-ce que je suis québécois, qu'est-ce que je suis? J'ai eu plusieurs phases, puis je parle pour moi. Et puis je vous dirais, quand j'étais jeune, j'avais le souci que j'avais pas le droit à l'erreur parce que j'avais la chance de vivre dans un pays riche, que les droits et les libertés, que les soins, que tout était le Canada. On va partout dans le monde et les gens disent le Canada, c'est la terre d'accueil des nouveaux arrivants, c'est là que tu vas être bien, tu as les services. Et comme on m'expliquait, pour un Haïtien qui fait partie de la diaspora ou un enfant adopté, il s'en va au paradis. Il s'en va au paradis. Mais j'avais un blanc de savoir qui j'étais. Je suis haïtien, mais je sais pas c'est quoi être haïtien, mais soit le meilleur Québécois possible. Puis c'est pas ton choix en plus, contrairement aux personnes de la diaspora qui ont fait ce choix de venir. Exactement. Toi, tu t'es retrouvé ici parce qu'une famille a décidé de t'adopter. Exactement, et c'est pour ça que les liens étaient plus complexes à faire. Pourquoi je suis ici? Puis je vous dirais, je pense que de 2 ans à 4 ans, je me réveillais des fois le matin en me disant, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est parce que je suis vraiment pas dans le pays que le monde me parle, parce que les gens, les quelque peu d'informations qu'ils connaissaient à l'époque sur mon pays, parce que c'est pas tout le monde qui connaissait l'Haïti. Il fait chaud dans ton pays et tu dois trouver ça froid les hivers, puis nanana, mais attends un peu. Dans mon conscient, j'ai juste conscience d'avoir grandi ici. Donc, tu me perçois encore comme un étranger. Pourtant, ça fait 2 ans. Bon, ben peut-être plus tard, quand que j'aurai pas d'accent québécois comme haïtien ou de l'extérieur, tu vas sentir que je suis un vrai Québécois. Pourtant, j'ai appris à parler français, mes premiers Québécois. Parce que là-bas, c'est créole, mais c'est un mélange français-créole. Mais tout le monde me disait, mais t'as pas d'accent. Puis j'ai un accent parfois, je suis quand même caméléon, j'ai resté en Beauce, j'ai pogné l'accent à Beauceron, mais à Rivière-du-Loup, j'avais l'accent, je crois, de Rivière-du-Loup. Puis les gens en bas âge, il vient d'ici, et ça a été facile de m'intégrer, mais je suis rendu à 38 ans. Il y en a qui me connaissent depuis que je suis jeune, mais il y en a qui font comme, à cause des nouveaux arrivants, qu'il y en a un petit peu plus, puis ils savent pas que j'ai grandi ici. Je m'attendais pas que tu parlais bien comme ça. Puis là, je suis comme, que je parlais bien comme ça. Je trouve ça toujours dur. Pas dur, mais tout le temps drôle. Mais la première partie, j'étais comme, faut que je sois un bon Québécois pour être accepté. Faut que je m'intègre. Faut pas que je déplaise. Et puis, je me suis mis une pression de pas déranger, de pas me victimiser, de pas parler de mon passé, de faire extraction de ça et de vivre le moment présent. Ça a été quand même protecteur à un certain endroit, mais en même temps, c'était comme si je cachais une partie de mon identité qui était inconnue quand même. À l'adolescence, ben c'est sûr que là,
tous les jeunes ont ce passage-là d'avoir les crises d'adolescence, les crises identitaires, les crises sexuelles. On est vraiment dans la phase du développement de la personnalité future vers le monde des adultes. Et encore une fois, c'était comme... OK, je joue du hockey, j'aime le hockey, c'est québécois, parfait, mais... Parce qu'il y a juste ça ici à Rivière-du-Loup. Il y avait le baseball l'été, qui était un petit peu plus un sport associé à la culture afro-américaine, si je pourrais dire, mais il n'y avait rien. En secondaire 3, il y a le football, le programme de football Les Guerriers, qui voit le jour. Et puis, j'aimais même pas le football parce que je trouvais que c'était long à regarder à la télé. Mais tout le monde, tous mes amis, tu vas jouer au football. Parce qu'il m'avait déjà intégré dans l'équipe de basketball en disant toutes les Noirs, vous êtes bons dans les sports. Puis je fais un aveu, je suis très modeste et très moyen au basketball. J'étais vraiment pas bon. Et puis j'avais ce sentiment-là de décevoir les gens. Ils me prenaient dans leur équipe et ils disaient hey, toi, tu vas être bon. J'étais bon dans une facette du jeu, mais pas comme eux croyaient ce qu'ils voyaient un petit peu à la télé que wow, c'est naturel. Comme je pourrais dire que je connais des Haïtiens qui dansent très mal. Et puis, le préjugé favorable que les gens de couleur dansent bien, mais c'est pas vrai dans tous les cas. Et puis, le football, je me suis intégré et j'ai adoré, bien sûr, par la découverte, mais les étiquettes. J'avais de la misère avec les étiquettes en voulant dire, j'ai-tu le droit d'être qui que je veux? Ou on m'impose qui je devrais être. On m'impose d'être québécois, mais de garder tout ton bagage haïtien, mais je le connais pas tant, je suis pas immersé dans une communauté haïtienne. Donc, je suis un petit peu l'imposteur des deux. Je suis l'étranger, mais chez moi, dans les deux manières de penser. Et puis, dans l'enracinement, je me disais, c'est où que je prends mes racines? C'est ici mes racines. Mais j'avais des racines ailleurs. Mais si je retourne ailleurs ou à mes origines, ben je suis l'étranger pour eux. Je suis l'étranger qui revient chez lui. Mais ici, je suis l'étranger qui arrive, mais qui est chez lui. Donc, ça a été toujours des dualités à gérer. L'adolescence, c'était un petit peu dur de trouver sa place. Puis, encore une fois... Les stéréotypes, les étiquettes que la criminalité, la délinquance, la pauvreté étaient beaucoup plus marquées chez les personnes d'un autre ethnie. Donc, je voulais pas faire partie de cette statistique-là. Donc, je me mettais l'objectif d'être un bon citoyen, de m'intégrer. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait des fois peut-être davantage que les autres, mais ça m'a apporté quand même les compétences et les qualités que j'ai développées au travers de ça. Donc, c'est positif. Mais c'est ça. Plus que je vieillis, par contre, j'avais mes deux pieds à terre, mais plus que je vieillis, plus que je vois ma fille grandir, ben c'est sûr que je me vois avancer dans le temps. Je vois la fenêtre encore plus mince de connecter directement avec mes racines. Et puis, la COVID. Je vais en parler, la COVID a fragilisé l'identité québécoise dans ses valeurs, dans sa manière de penser qui, je crois, avant, était naturelle. C'est-à-dire, ici, au Québec. Moi, je me rappelle des annonces publicitaires de Pepsi que ici, on boit du Pepsi au Québec, on avait l'étiquette la fierté québécoise, que tu sois nationaliste ou souverainiste, il y avait quand même cette identité fière québécoise. Il y a eu les petits boutons qui ont poussé avec les accommodements raisonnables, mais on trouvait une manière équilibrée d'inclure les nouveaux arrivants, mais d'être vraiment fiers de notre nation, de notre pays. Et étrangement, où j'ai senti plus de la ségrégation, plus de la discrimination, plus être brimé dans les droits et les libertés, ça a été durant la COVID. On a tellement divisé les gens, mais divisé des gens qui étaient unis, des gens qui étaient intergénérationnellement vivables ensemble, qui critiquaient pas l'autre génération comme
autant on le fait, c'est les jeunes qui augmentent les cas. Non, c'est les personnes âgées qui sortent. Déjà là, je trouvais que, mais où est la solidarité québécoise? Mais moi, je suis qui pour leur dire? Ils vont dire, retourne dans ton pays. Comme je me suis fait dire quelques fois, mais je me dis, excuse-moi, mais t'es pris avec moi. Mais, et puis, après ça, il y a eu la question des vaccins, l'accès aux lieux publics, toute la gestion, on pourrait en parler là, en long et en large, mais il y a une fracture. Il y a une fracture qui a causé une fracture chez moi de dire, finalement, dans un milieu que je me sentais si bien intégré, si bien accepté dans mes différences, dans ma manière de penser, dans mes libertés, et finalement, c'était pas si acquis que ça. Et je suis une personne parmi tant d'autres. J'ai eu des pensées pour les gens qui vivaient avec des difficultés au niveau de la consommation. J'ai eu des pensées pour les gens qui vivaient de la violence conjugale, les jeunes décrocheurs que je suis souvent en lien avec eux, les gens qui ont des dépressions, santé mentale fragile, le suicide. Ces gens-là ont été oubliés. Peu importe la nationalité, peu importe la provenance, peu importe d'où qui viennent. Et là, c'est là que je me suis dit, je suis plus Québécois, mais je suis plus haïtien non plus. Mais est-ce que je suis encore une personne intégrée dans la société? Oui, parce que je contribue, je participe de plusieurs manières et je suis engagé. Est-ce que cette société-là veut encore que j'en fasse partie, malgré qu'on a des positions différentes, qu'on a des réalités différentes, et est-ce qu'on a pris le temps d'inclure tout le monde dans nos décisions? J'ai eu une année que j'ai trouvé ça difficile, et puis j'ai parti un mouvement avec des gens locaux qui s'appelait Action Liberté, qui était une troisième voie citoyenne qui est pacifique, dans le respect pour ouvrir simplement le dialogue, puis mesurer les impacts de nos décisions pour dire, peu importe ta couleur, peu importe ta race, ton sexe, ta différence, dans la situation qu'on vit. Est-ce qu'on fait bien les choses et est-ce qu'on inclut tout le monde? Et est-ce qu'on fait pire en faisant ça, ou c'est pour aider à sauver la situation qui était comme, sans mettre le blâme à personne, une situation désorganisationnelle pour tout le monde. Donc, il y a une structure à respecter. Et après ça, il y a une postvention à faire. Et je crois que présentement, aujourd'hui, avec un pas de recul, nous sommes plus rendus dans une postvention, mais à ce moment-là, je pense que mon identité, autant comme individu socialement engagé dans la société québécoise, a souffert. Et je sais pas pour les nouveaux arrivants ou les gens qui sont ici depuis plusieurs années, comment ils l'ont vécu, mais j'ai senti vraiment une division. Même entre les régions, un certain bout de temps, c'était comme les gens de Montréal restaient à Montréal, puis ceux de région restaient en région, puis les codes rouges, et puis, quand j'ai les histoires à la télé le lendemain de l'Haïti, qui me disent c'est dangereux, que ça fait plusieurs années qu'il y a une instabilité politique, que des pays qui ont souffert aussi dans le monde. Je parle de l'Haïti, mais je pourrais comparer à d'autres pays qui ont un régime totalitaire, autoritaire, contrôlé. Puis que le monde me dit « Ah, t'es chanceux, t'es au Québec, hein, t'as accès à l'éducation, à la santé gratuite, blablabla, on est bien ici. » Puis j'étais le premier à lever la main de dire « Oui, parce que je me plaindrai jamais le ventre plein. On a l'abondance ici encore. On travaille fort, par exemple, pour l'obtenir, mais on a l'accessibilité quand on veut. » Et quand je me compare à ces pays-là, je me dis hey, « C'est vrai. » Mais plus que ça allait, plus qu'il y avait des ressemblances qui s'apparentaient à ce genre de gestion-là. Puis, est-ce que c'est juste moi, dans ma perception, par mon historique, par mon histoire d'être adopté, mais je me suis dit, si c'est pour être comme ça, pourquoi je reste ici? Ça sera pas plus pire là-bas. C'était peut-être la première fois que je me disais, à comparer, des fois on s'assemble. Pourquoi que, si je suis plus bien ici, pourquoi je retournais pas? Mais en même temps,
la frontière est bloquée pour moi. Je peux pas retourner en Haïti. Oui, parce que toi, tu as juste la citoyenneté canadienne. Juste la citoyenneté canadienne. J'ai aucun lien, j'ai aucune porte d'entrée en Haïti. Et j'arriverai comme un touriste et à mes risques et périls. Et oui, j'ai quand même un souci dans mon lien parental envers ma fille. Je peux pas faire ça sur un coup de tête. Mais si j'avais pas eu ma fille, l'idée de m'exiler pendant cette crise-là, parce que je trouvais plus mes repères québécois, je me sentais plus intégré dans la dynamique. Pas nécessairement dans mon milieu. Les gens, je suis quelqu'un qui a un amour infini qui se multiplie pour les gens. Et oui, mais il y a certaines personnes dans cette situation-là, par la division d'opinion, par la fréquence d'informations qui faisait qu'on vivait sur l'anxiété, le stress. Et c'était vraiment mental, cette période-là, que il y a des gens que j'avais l'impression que j'avais la lèpre pour eux. Et pourtant, c'est pas parce que j'étais haïtien et pas parce que j'étais noir. Et est-ce que ces problèmes identitaires-là qui sont nés à cette période, tu les as résolus maintenant? Ben, je vous dirais, par souci de fermer la boucle, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de rapport sur les impacts sur la santé globale, mais pas juste des statistiques parfumées d'adjectifs là, pour faire un rapport de 68 pages qui dit rien, là, mais vraiment une prise de conscience de nos instances gouvernementales, de dire voici ce qui a été fait, voici les impacts de la COVID et voici les mesures qu'on nous sommes déjà capables de dire que ne nous répéterons pas. Pour le bien-être, la santé globale, puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'exagération ou de dérive ou d'abus de pouvoir ou de mauvaise gestion, être à l'abri de ça, pour réconforter, sécuriser les gens, tant que cet exercice-là ne sera pas fait par ma profession qui le demande de le faire, ben pour moi, la boucle ne sera pas tant compris. Pour mon identité, ben je crois que à la base, nous sommes toujours en évolution comme société. La société québécoise, la société luporivoise, la société mondiale est en changement. On est dans une transition et je l'accepte aussi. Je l'accueille favorablement si on a la volonté du changement, du réel changement, pour inclure tous les couches de la société, pas juste une couche de la citoyenneté, mais tous les individus. Si ça se fait, les choses vont se faire ensemble. Et dans la résilience de ces situations-là, ben j'ai quand même été témoin des gens qui se sont réinventés, qui se sont reconstruits, qui ont refait des projets d'avenir. Ben j'en ai fait un, mais je le fais sur une base plus personnelle, parce que quand que ça brasse, ben c'est toujours ton noyau que tu dois protéger. Donc moi, c'est moi, ma famille, ma fille, ma conjointe, mes parents qui prennent de l'âge. Et que une des valeurs qu'on me dit en Haïti, pourquoi qu'il y avait beaucoup d'enfants en Haïti, que les gens avaient des grosses familles, c'est que les Haïtiens ont la richesse de la famille, c'est que en vieillissant, c'est les enfants ta richesse. C'est eux autres qui vont prendre soin des grands mounes longtemps. J'ai quelques expressions, quelques mots que j'ai appris, pas dernièrement, mais dans les dernières années, créole, parce que je veux apprendre le créole, mais j'ai pas de professeur de créole ici, mais je prends des informations ici et là. Et puis, il disait que c'était la richesse. Les enfants, ben pour moi, je suis le petit moune de mes parents québécois. Puis c'est moi qui vais prendre soin de mes parents avec la gratitude que je leur dois infinie. Donc, c'est mon petit noyau que j'ai décidé de faire des projets d'avenir puis de mettre l'énergie. Et ça va m'emmener aussi vers d'autres projets locaux que j'ai avec des amis aussi. Mais je pense que c'est ça, dans les moments durs, on se regroupe, on se rassemble dans un groupe peut-être plus petit, plus hermétique, pour être capable, après ça, de réouvrir. Donc,
vu qu'on est en transition mondiale et communautaire, si je pourrais le dire, ben c'est sûr qu'il va y avoir d'autres rendez-vous. Mais pour le moment, ben c'est ma manière de faire un peu. OK. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé aborder? Ben peut-être une chose qui me vient vite à l'esprit, je vous dirais par mon plaisir à communiquer avec les gens, mon implication sociale ici à Rivière-du-Loup, on m'a souvent identifié comme une personne qui pouvait bien communiquer les enjeux. Puis un enjeu que j'ai toujours trouvé intéressant, c'était la jeunesse, mais la jeunesse, les accompagner dans pas faire les mêmes erreurs que nous. Et puis je souligne et j'encourage encore plus les commissions scolaires, les gouvernements, les instances à faire des projets comme que j'ai eu la chance de participer dans une formation sur la diversité culturelle. Et puis, c'est un enjeu. Présentement, il y a l'immigration qui est en augmentation dans les dernières années. Et puis, cette formation-là me permet d'exprimer aussi les incompris pour quelqu'un qui accueille, de comprendre la réalité d'un nouvel arrivant. Quand ça semble simple, des fois, c'est pas si simple que ça. Et par mon partage, j'ai aimé cette formation-là parce que ça a apporté des nuances. Et puis, je pense que ça pourrait servir dans les écoles comme formation pour nos futurs citoyens et puis l'ouvrir aux communautés une petite formation de les bonnes choses, les bonnes conduites à avoir, de savoir sont nos limites, puis les bonnes choses à faire, puis d'apprendre à connaître un petit peu juste des fois les expressions qu'on n'aime pas, les mots, le sens des mots. Juste dans cette compréhension-là va nous permettre d'être plus bienveillant envers l'autre. Puis je pense que la société a besoin de ça. Puis si on l'a pas abordé, ben je le précise dans ce point-ci là, que la formation, mais l'information, plus qu'on va partager l'information, qu'on va encourager les gens à avoir des pique-niques culturels en plein air avec multiculturels pour qu'un jour, qu'il n'y en ait plus d'étiquette, que ça soit plus une étiquette sur ton orientation, sur ta classe sociale, sur ta nationalité, sur ta religion, que ça soit monsieur, madame ou autre. Aujourd'hui, là, qu'on est en train de faire aussi cette adaptation-là. Et plus qu'on le fait jeune en prévention, ben, je pense qu'on va être capable de faire une postvention dans quelques années puis dire, ben, on a réussi au Québec à accueillir un plus grand nombre d'immigrants, mais nous accueillir nous autres mêmes. Ceux qui sont là depuis des générations et depuis longtemps, à comment s'accueillir, comment se respecter, comment être communautaire. Et dans une société qui devient de plus en plus individualiste, je pense que c'est criant un peu. Okay. C'est peut-être le point que je rajouterais aux choses qui ont été dites. Et puis que la majorité des gens ont déjà le souci de bien faire les choses. Souvent, on flagelle aussi. On n'est pas accueillant, puis aussitôt qu'on fait quelque chose de pas correct, l'étiquette de racisme aussi vient. Mais rassurons-nous que la majorité des gens, en tout cas par mon vécu, peut-être je peux me tromper, on est une terre d'accueil, puis on est des gens accueillants, donc on devrait trouver solution. Mais il faut se parler, puis il faut être capable de regarder nos erreurs pour mieux avancer. Ma dernière question, c'est si tu devais nommer un objet culturel, mais vraiment au sens le plus large possible de culturel, qui incarne, qui t'incarne toi avec toutes tes influences, ça serait quoi? Moi, je pense que je lui dirais que je suis une énergie qui se déplace à l'intérieur d'un corps, qui est multiculturel avec multifacettes, puis qui est en constante évolution. Parce que ça m'a, autant de vouloir me connaître, j'ai voulu connaître tout le monde. J'ai voulu connaître toutes les cultures, toutes les religions. Fait que je suis pas athée, mais je comprends comment qu'on sent quand on se perçoit dans aucune religion.
autant que je vais chercher le point positif du bouddhisme, du taoïsme, de toutes les manières de penser, de l'ouverture, la philosophie. Donc, je suis multiculturel, multisocial. Donc, c'est pas mal ça que je symboliserais. Et dans les astres qui représentent les deux formes de lumière, d'énergie, ben, je vous dirais le soleil et la lune qui représentent mon tout et qui je parle et que je suis connecté à cette énergie-là parce que je me suis dit, on vient tous de la même place puis qu'on est de l'énergie qui s'interchange. D'accord, merci Simon. Bienvenue. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode enregistré à Québec où j'avais commencé mon périple et où je l'ai terminé. D'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de Québec au pluriel sur les différentes applications de balado et cet été, tous les jeudis matins de 7h à 9h sur CISM. À la semaine prochaine!